Nous allons nous intéresser dans ce chapitre 3 aux notions de numérisation et de transmission de l'information. Donc ce chapitre correspond dans votre manuel au chapitre 20 et au chapitre 21. Vous pourrez vous y référer pour trouver d'autres informations ou des compléments. Donc dans un premier temps, nous sommes intéressés à la transmission de l'information. Et dans l'activité que vous avez collée dans votre cours, on s'intéressait plus précisément aux chaînes et aux procédés de transmission de l'information. Vous allez pouvoir noter dans votre cours, un petit 2, une synthèse de cette activité. Donc, tout d'abord, une chaîne de transmission d'information est constituée d'un émetteur, d'un canal de transmission et d'un récepteur. Nous en avions vu plusieurs exemples dans l'activité précédente. Il existe différents types de procédés physiques de transmission de l'information. C'est-à-dire ici on s'intéresse au canal de transmission de l'information. On considère soit la propagation libre, transmission par onde hertzienne, c'est le cas par exemple entre deux téléphones portables, ou la propagation guidée via un câble électrique ou une fibre optique. C'est le cas par exemple de la transmission d'information entre un serveur et les box classiques qui permettent d'avoir internet chez soi. Donc n'hésitez pas à me cliquer sur pause sur cette vidéo pour prendre le temps de noter. Donc toujours dans cette synthèse, on a vu qu'au cours de la transmission, le signal était atténué, c'est-à-dire que la puissance P en sortie du canal de transmission était inférieure à la puissance P en entrée de ce canal de transmission. Il y a des pertes forcément au cours de la transmission. Et donc l'atténuation grand A d'un signal se propageant dans un câble ou une fibre optique dépend notamment de la longueur L du câble ou de la fibre. Plus le câble ou plus la fibre va être longue, plus l'atténuation sera grande. Donc le coefficient d'atténuation linéique est défini par cette relation. Donc on le note alpha, il est égal à A, l'atténuation sur la longueur du câble ou de la fibre. Et l'atténuation étant égale à 10 fois le logarithme de la puissance en entrée sur la puissance en sortie, le coefficient d'atténuation linéique se calcule grâce à la formule 10 sur L, la longueur, fois le logarithme décimal de la puissance d'entrée sur la puissance en sortie. Ce coefficient d'atténuation linéique s'exprime en décibels, mètre moins 1. On a aussi vu donc dans l'activité que les transmissions numériques étaient caractérisées par leur débit binaire, grand D, qui correspond au nombre de bits n transmis pendant une durée delta t. On le calcule grâce à cette relation, t égale n sur delta t. Et ce débit binaire s'exprime en bits seconde moins 1. Donc dans cette première partie, les compétences exigibles sont notées ici, mais vous aurez le temps de les voir, on en discutera quand vous, comme d'habitude, vous collerez le tableau récapitulatif en fin de chapitre. Dans un grand 2, on s'est intéressé à la numérisation d'un signal analogique. C'était donc en séance d'activité expérimentale, donc je vous renvoie, il faudra absolument revenir au texte de l'activité expérimentale numéro 3. L'objectif de l'activité était de numériser un signal analogique donc fourni par un GBF, un générateur basse fréquence. Donc vous aviez un signal sinusoïdal à la fréquence de 1 kHz. L'objectif de la numérisation est de récupérer un signal sinusoïdal et à la même fréquence de 1 kHz. Sinon on perd les informations sur le signal. Donc dans un premier temps on avait joué sur le nombre de points sur une durée d'acquisition de 10 millisecondes. Ce qu'on voit, c'est que sur cette première numérisation, sur une fréquence 1000 points en 10 millisecondes, donc une fréquence d'échantillonnage de 10 kHz, on récupère le signal. Pour 500 points, fréquence d'échantillonnage de 50 kHz, on récupère notre signal et à la bonne fréquence. On divisait à chaque fois le nombre de points par 2, donc la fréquence d'échantillonnage par 2. On observe qu'on a toujours un signal sinusoïdal et une fréquence de 1 kHz. Si on continue à diminuer par 2 la fréquence d'échantillonnage, on a toujours un signal sinusoïdal, toujours à la fréquence de 1 kHz. On continue à diviser par 2, donc on passe de 125, c'est pas exactement divisé par 2, à 64 points en 10 millisecondes. La fréquence d'échantillonnage est toujours divisée, le signal est toujours grosso modo sinusoïdal à la fréquence de 1 kHz. On voit que la forme du signal commence à changer légèrement. Pour 32 points en 10 millisecondes, donc fréquence d'échantillonnage qui commence à être petite, le signal n'est plus du tout sinusoïdal. Par contre, si l'on fait plusieurs acquisitions, on voit que la fréquence du signal numérisé est toujours autour de 1 kHz. Donc là on fait plusieurs acquisitions, on a une fréquence du signal numérisé toujours autour de 1 kHz. Les choses changent lorsque l'on prend un nombre de points égal à 16 pour 10 millisecondes. Là on voit qu'on perd complètement l'information sur la fréquence du signal analogique. On a donc vu ce qu'on appelait le théorème de Shannon, c'est-à-dire que la fréquence d'échantillonnage devait être au moins 2 fois supérieure à la fréquence du signal analogique que l'on souhaite numériser. Donc sur cette vidéo, ce qu'on a montré, c'est qu'autour de cette fréquence d'échantillonnage,
Donc on avait un signal à 1 kHz, il fallait donc que la fréquence d'échantillonnage soit égale à au moins 2 kHz. Donc ça correspond à 20 points en 10 millisecondes. Donc là, pour 21 points en 10 millisecondes, on remarque qu'on récupère un signal à la fréquence autour de 1 kHz. Si on prend 19 points en 10 millisecondes, inférieur à la fréquence, au double de la fréquence d'échantillonnage, on perd la fréquence du signal. Et pile pour le critère de Shannon, donc à 2 kHz, on récupère la fréquence, le signal numérisé est à la fréquence du signal analogique. On a donc montré ici l'importance d'une première chose lors de la numérisation, c'est la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire le nombre de points de mesure par seconde. L'autre chose importante, c'est la quantification. Donc on se place ici sur le calibre plus 10, moins 10, et on va enregistrer une tension continue autour de 1,55 volts. Si l'on zoome sur la courbe, on se rend compte qu'il y a quelques petites erreurs de mesure qui vont nous permettre de déterminer la quantification. Donc grâce au réticule, on va choisir une nouvelle origine et mesurer la tension entre ces deux points. On retrouve ici une tension de 5 mV, c'est ce qui était prévu par le calcul théorique. Si l'on divise par 2 le calibre, donc si l'on passe de plus 10, moins 10 à plus 5, moins 5, et que l'on lance une acquisition, et que l'on zoome sur la courbe comme précédemment, on va voir que la quantification se retrouve, donc grâce au réticule, on va voir que la quantification se retrouve divisée par 2. Donc on a ici une quantification égale à 2,5 millivolts. On va donc pouvoir synthétiser les résultats de cette activité expérimentale, à savoir qu'un signal analogique varie de façon continue au cours du temps, contrairement à un signal numérique qui varie de façon discrète. Vous devez être capable de distinguer un signal analogique d'un signal numérique, signal analogique qui varie de façon continue, signal numérisé qui varie de façon discrète. On passe d'une valeur à une autre instantanément sans que ce soit continu. Donc signal analogique continu, signal numérique discontinu. Et donc les signaux analogiques peuvent être convertis en signaux numériques qui seront codés en binaire à l'aide d'un convertisseur analogique numérique. Et la qualité de la conversion dépend de la fréquence d'échantillonnage, donc le nombre d'échantillons par seconde, et de la quantification du signal. Pour cette partie donc, de compétences exigibles, reconnaître des signaux de nature analogique et des signaux de nature numérique et mettre en œuvre un protocole expérimental utilisant un convertisseur analogique numérique. Donc la trace écrite s'arrête là pour cette première partie du chapitre. Le grand 3 arrivera après l'activité expérimentale suivante.